Et nous nous intéressons ce matin aux frontières entre le Maroc et l'Algérie. La parole est à vous, Talal. L'instant paradoxe avec Talal Shakir. Loin du désaccord, loin de l'adversité, les plus optimistes quant à la situation de froid sont dans le souhait de voir rouvertes les frontières maroco-algériennes. Une frontière de 1660 km fermée à tout trafic terrestre depuis 1994 et reste la plus longue frontière sans accès au monde. Le Royaume du Maroc, bien sûr, fait du Sahara marocain une condition non négligeable de sa souveraineté, base de son amitié avec l'Algérie qui a opté pour l'appui des mercenaires du Front du Polisario, refusant l'actuel statut du Sahara. Le conflit algéro-marocain est complexe. Il date d'une cinquantaine d'années et semble avoir consommé la patience de feu Hassan II ainsi que Wali Boumedienne puis Chadi Bejdid, tous ayant baissé les bras malgré certaines phases de bonne volonté. Il est fort possible que le printemps arabe s'apaise dans la région, que la Tunisie retrouve sa quiétude et que la Libye tourne la page de la guerre civile sans que l'Algérie ne comprenne que son avenir est écrit avec son voisin de l'Ouest. Le FLN, le Front de Libération Nationale et la présidence algérienne semblent s'entêter à protéger les mercenaires à Tindouf et à appuyer le pseudo-État autoproclamé et à refuser de reconnaître la marocanité du Sahara. En Algérie, des voix de l'opposition murmurent leur volonté de voir cette page de discorde tourner définitivement, sachant que la base de la construction d'un Maghreb fort passerait par une poignée de main des deux grands de la région maghrébine. Avec une vision commune, la région de l'oriental marocain serait dynamisée, les villes de Berkane, Oujda, Kolombechar et Tlemcen seraient renforcées en énergie humaine et en essor commercial. Notre belle zone de Mohamed Rizlan connaîtrait un afflux de touristes des deux pays, sachant que le climat et le sable de l'Est est plus inspirant. Sur le plan économique, le Maroc, bien souffrant des caprices de la météo, présente une agriculture plus diversifiée, plus fine et plus compétitive que son voisin. Son économie est ventilée en secteur d'activité lui permettant d'envisager sa contribution au Maghreb de manière plus affirmée. De son côté, l'Algérie, forte de son gaz naturel et de son industrie pétrochimique, pourrait créer une symbiose profitable aux agrégats économiques et à l'incompressible chômage qui frappe la région. Pour cela, il faut du courage, des hommes ambitieux, des concessions et une hauteur politique pour comprendre qu'un Maroc pleinement dans son Sahara permettrait une Algérie en belle renaissance dans son Maghreb arabe. L'actualité en débat, 7h30, 10h, les matins luxe. 9h35 et dans l'instant au paradoxe de Talal Shakir, on s'intéresse aux frontières entre le Maroc et l'Algérie. Mélanie Freixigli, on a vu l'appel notamment du RCD, le parti politique algérien. On a envie de dire enfin, on voit des appels aussi qui viennent d'Alger. On voit des appels qui viennent d'Alger, mais parce qu'on est dans une période de pré-transition, faut dire aussi. Concrètement, une ouverture entre l'Algérie et le Maroc ne sera possible que lorsqu'il y aura un changement à la tête de l'État algérien. Or, là, on s'en rapproche quand même à grands pas. Donc, à partir de ce moment-là, on commence à pouvoir envisager ce changement-là. Alors aujourd'hui, il s'avère que nous sommes le 17 février, donc on est à l'anniversaire de l'Union du Maghreb arabe, qui est née un 17 février 1989. Donc bon anniversaire à tous les Maghrébins. Bon anniversaire à tous les Maghrébins. Merci, et à une institution qui est morte-née dès le départ et dont j'espère que si elle devait se refonder sur l'ouverture entre l'Algérie et le Maroc, dans la mesure où l'Algérie a lui-même fait un pas conséquent en direction de la langue amazigh et de l'identité amazigh, ce serait une union du Maghreb, non pas seulement arabe, mais une union du Maghreb, point. Parce que le Maghreb n'est pas que arabe et il se fonde sur une communauté d'identité qui est bien plus complexe et plus riche que cela. Donc ça, c'est un point qui me semble important à souligner, en ce sens que l'Algérie, aujourd'hui, démontre des signes d'ouverture assez importants sur plein d'aspects, et cette question notamment de l'amazirité n'est pas neutre à mon sens. Driss Jaidan, Redan Fadal, on vous donne la parole après. Il faut noter aussi que cet appel, à l'origine, cet appel de la réouverture des frontières entre nos deux pays, ça vient aussi du quartet tunisien pour le dialogue national. Souvenez-vous, c'est le quartet qui a eu le prix Nobel de la paix, qui milite vraiment activement pour que les frontières soient rouvertes entre le Maroc et l'Algérie. Ce serait une bonne chose que le Maroc et l'Algérie deviennent à terme l'équivalent du couple franco-allemand.
ça suppose évidemment une refonte totale des relations. Force est de constater que le pouvoir algérien tel qu'il s'est constitué ces dernières décennies n'a pas été l'idéal pour pouvoir justement entamer une relation qui soit empreinte de respect, de sérénité. Alors que les peuples s'entendent, que les peuples se ressemblent, que les peuples parlent des langues vernaculaires qui se ressemblent tellement, que la question justement de la mazérité aussi est passionnante. Sans compter les mariages mixtes, maroco-algériens, les familles. Absolument, qu'aux frontières les gens se voient, que les gens s'aident, qu'ils s'entraident. Souvenons-nous comment le Maroc s'était porté au secours aussi des rescapés du tremblement de terre à Asnam. Il y a quand même entre nos deux peuples tout ce qu'il faut pour être des peuples frères, des peuples amis. Le problème, c'est que quand vous avez un régime qui fonctionne sur l'appareil militaire, l'appareil socialiste, une vision, il faut le dire quand même malheureusement, un peu totalitaire, où l'État est à la fois un État sécuritaire, un État entrepreneur, et qui vit sur le régime, et qui fait vivre un peuple sur le régime de la rente, qui finance la paix sociale, quand il a bien envie de la financer, et qui a du Maroc toujours tenu un discours qui était inaudible et irrespectueux, ce sera compliqué. Alors là où ce que disait Mélanie est intéressant, c'est qu'il va falloir que ce pouvoir se réforme. Il va falloir que ce pouvoir se mette à coïncider avec ce que c'est qu'une société au XXIe siècle, avec sa jeunesse, avec les aspirations de cette jeunesse, avec les 1001 questions qui sont là et qui frappent à la porte, justement, de ce pouvoir, qui doit se transformer s'il veut durer. Car s'il ne se transforme pas, s'il continue à persévérer dans cette idée qu'au fond, il incarne l'histoire, il incarne le présent, le passé et l'avenir, eh bien, il y aura à un moment donné à se poser la question de la stabilité de cette société. Donc oui, moi en particulier en période de crise. Absolument. Alors moi je rejoins mes camarades. La chronique de Tala était très instructive, très intéressante et pleine de détails croustillants justement sur ce que pourraient être les bienfaits que nous aurions à tirer d'une ouverture des frontières. Encore faut-il que l'esprit qui vient d'en haut, c'est-à-dire que l'esprit qui vient du régime, soit en mesure de comprendre ce qu'a écrit notre camarade ce matin et de pouvoir justement le saisir pour en faire profiter nos deux sociétés, nos deux peuples. Mais ça ne passera pas sans une totale remise en question de l'appareil politique et idéologique algérien. Alors vous parlez de l'esprit qui vient d'en haut, et Talal Shakir, dans sa chronique, a évoqué des hommes de courage. Il faut des hommes de courage. Et de bonne volonté et d'intelligence. Voilà. Alors dans un système économique et politique relativement sclérosé, sur lequel on n'a pas de visibilité, qui est le système, l'écosystème aussi politique algérien, puisqu'effectivement, on n'a pas de visibilité aujourd'hui sur l'Algérie. Ce qui est clair, c'est qu'effectivement, mais je le disais précédemment, on n'aura pas de sortie de cette situation sans changement à la tête du régime algérien, mais même sur ce changement à la tête de l'Algérie, on ne sait pas qui. Il peut y avoir des anti-marocains, et si c'est dans la continuité d'effectivement la famille Bouteflika, il est clair qu'on aura des difficultés à proposer et à faire aboutir ce schéma d'intégration maghrébine si c'est Saïd Bouteflika qui prend le pouvoir à la suite de Abdelaziz Bouteflika. Donc il y a clairement des inconnus au niveau du système politique algérien, même si effectivement certaines voix dissonantes se font jour. Et je l'ai rappelé la dernière fois, vous vous souvenez, sur effectivement notamment le RCD, mais un certain nombre d'anciens ministres qui parlent de la nécessité de revoir la politique à l'endroit du Maroc. Il peut y avoir cette fameuse crise du modèle algérien, du modèle économique algérien qui semble montrer, on pense, et les économistes pensent que c'est le glas du système algérien. Une étude récente de M. Bavrez, notamment Nicolas Bavrez, qui dit que d'ici 2 années tout au plus, le système algérien risque de s'écrouler parce que l'économie de rente, du fait des cours relativement bas du pétrole, menace le système de redistribution sociale qui tenait les populations et qui permettait de maintenir un climat social de façade apaisé.
Et donc, nous avons aujourd'hui toutes les conditions qui sont remplies pour voir une situation extrêmement difficile de l'Algérie qui est menacée aussi à sa frontière par les soubresauts libyens. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une non-intégration économique et politique avec un protectionnisme donc hostile, une hostilité, une économie algérienne qui est fermée alors qu'il est nécessaire qu'elle s'ouvre, qu'il y ait une diversification de l'économie, un enclavant et puis un espèce politique et économique de coopération au Maghreb qui est inexistant, alors que toutes les zones du monde s'organisent pour justement s'intégrer, favoriser les échanges. On le voit même en Afrique australe, Afrique de l'Est, on le voit en Asie, on le voit sur les traités transpacifiques, transatlantiques, on le voit cette vaste Union européenne, on le voit sur l'Amérique du Sud, on le voit. Bon, l'espace maghrébin est non intégré, politiquement et économiquement, il n'est pas intégré. Et cela coûte l'Union européenne, on le voit sur l'Amérique du Sud, on le voit. Bon, l'espace maghrébin est non intégré, politiquement et économiquement, il n'est pas intégré. Et cela coûte près de 2% de croissance pour chacun des pays annuellement. Et on peut voir ce que cela a coûté sur les dernières années, mais on peut voir ce que cela va coûter sur les 10 prochaines années, à peu près 30 à 40% de croissance en moins, alors que nous avons une démographie qui est importante. Donc ce qui est important, c'est de redéfinir cet espace de coopération. Et là, à mon avis, bien entendu, il est du ressort des gouvernements de créer cette coopération, de l'entretenir, de la redynamiser, de la faire fructifier, mais on voit qu'en Algérie, il n'y a pas de volonté dans ce sens. Mais il est du ressort aussi des initiatives privées, de la société civile, des entreprises, d'essayer aussi de faire bouger les lignes, les confédérations patronales, etc. Et ce qui est important, je pense qu'on a besoin d'un leadership, vous l'avez dit. Mais ce leadership, aujourd'hui, il est possible, puisque Sa Majesté offre aujourd'hui un leadership qui est incontournable, salué, grandissant dans l'espace africain, au sud de l'Afrique du Nord, mais aussi au Maghreb, puisque nous avons est-ce qu'il faut aussi que nos politiques s'approprient aussi cette question ? Mais je pense qu'aujourd'hui, il peut y avoir une proposition d'envergure, la seule proposition d'envergure qui peut être acceptée, ou en tout cas portée, dans l'espace public médiatique, mais aussi dans l'espace maghrébin, malgré l'hostilité de l'Algérie, c'est la voix de Sa Majesté qui peut proposer donc une proposition d'envergure intégratrice qui pourrait fédérer autour de projets d'infrastructure. Parce qu'on sait, comme pour l'Europe, que les unions, les espaces de coopération se créent aussi à travers des projets structurants, à travers des projets empiriques. Et de ce point de vue-là, des projets d'infrastructure, qu'ils soient routiers ou autres, d'énergie, peuvent être, à mon avis, salutaires et proposer une alternative à cette espèce d'enclavement algérien. Et je pense que de ce point de vue-là, nous sommes légitimes autour de Sa Majesté à proposer quelque chose qui trouverait à la fois l'adhésion de l'Union européenne, qui trouverait l'adhésion des institutions multilatérales telles que le FMI et Banque mondiale, et qui trouverait aussi l'adhésion des peuples. Oui. Puisque l'on sait qu'au-delà des clivages politiques artificiels créés par un certain nombre de je crois que les peuples adhèrent déjà à cette idée de toute façon. Et donc nous avons toutes les conditions aujourd'hui pour que, fort de l'aura et de la légitimité de Sa Majesté au sud de l'Afrique du Nord, mais aussi en Afrique du Nord, puisqu'on a vu aussi des populations algériennes, un certain nombre de journaux algériens demander l'assistance de Sa Majesté, demander, si vous voulez, même le rattachement au Maroc, ce qui est quand même quelque chose de nouveau. Donc nous avons là tout le cadre propice à ce qu'une initiative nouvelle soit portée, à mon avis, dans l'espace politique et vous parlez de l'Union européenne il y a un instant. Ce qui saute aux yeux, en tout cas, c'est que l'Union européenne, pour l'instant, n'a jamais vraiment poussé à cette intégration maghrébine. Alors, je crois que c'est faux de dire ça. Il le pousse, mais en faisant attention aux susceptibilité, aux orgueils mal placés et à cette espèce de lutte pour la souveraineté et pour qui est extrêmement prééminente en Algérie, où l'interférence, l'ingérence est mal vue en Algérie. Mais il y a auprès des institutions mondiales, de l'Union européenne, la volonté d'un rapprochement entre les pays du Maghreb, mais il n'y a pour l'instant pas d'écho en Algérie. Mélanie Frédéric-Sigli et ensuite Talal Shakir. Alors je suis tout à fait d'accord avec notre ami Redouane lorsqu'il nous parle de route. Notamment, ça pourrait constituer une solution. Je vous le dis, je le répète, je pense que la question du Sahara et de l'intégrité territoriale ne va plus très rapidement poser de problème parce que on va arriver à une solution. Et donc, concrètement, c'est quand même l'obstacle entre la réouverture entre l'Algérie et le Maroc aussi depuis longtemps.
Et comme l'Algérie... Ça reste le problème. Ben oui, c'est le problème. Et comme l'Algérie est en crise économique, n'a plus les moyens de financer un Polisario qui auparavant était aussi financé par la Libye, et que d'une manière générale, là on arrive à un point de convergence historique sur cette question, a priori assez rapidement, avec effectivement le soutien de l'Union européenne, cette question d'une route qui pourrait du coup effectivement faire une union réelle d'infrastructures sur l'Algérie, la Mauritanie et le Maroc est tout à fait une possibilité. Ceci dit, dans le même temps, on a quand même aussi l'an dernier la construction du mur de sable. Donc on n'est quand même pas non plus, tout n'est pas non plus rose, et peut-être que cette ouverture est aussi le produit d'un durcissement du positionnement marocain, et en particulier pour des raisons sécuritaires aussi. Donc c'est peut-être aussi globalement le mur des sables ou une vraie coopération, une vraie ouverture, parce qu'au niveau sécuritaire, on n'a plus tellement le choix. On a quand même un vrai problème au niveau du Sahel. Et enfin, sur cette question de la succession de Bouteflika et ses conséquences, c'est vrai qu'effectivement, si ça devait être son frère, ce serait peut-être plus problématique. Sauf que finalement, on a quand même l'exemple de Raúl Castro, qui est le président de Cuba, sous lequel on se retrouve avec un rapprochement aux États-Unis, un retour des relations diplomatiques, alors que c'était Fidel qui finalement avait provoqué le froid et l'embargo. Donc rien n'est impossible, même dans cette configuration-là, à mon avis. Talal Shakir, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que le commerce entre États d'Afrique du Nord équivaut environ à 1,3% des échanges extérieurs, ce qui est le régional le plus bas du monde. Oui, il est mauvais, il est absent malheureusement, parce que tout simplement les frontières sont fermées. Bon, on ne parle pas d'autres pays qui sont en difficulté aujourd'hui. C'est pour ça que le Maghreb aujourd'hui, s'il voulait encore vivre, sachant que, bien entendu, nous fêtons le 27e anniversaire de cette union. Et Mourad nous fait le plaisir, ça fait plaisir à Mourad. Exactement, de souhaiter un bon anniversaire pour rester positif. Voilà, merci Mourad. Et c'est vrai que ces bougies sont soufflées par uniquement deux pays, Maroc et Algérie, qui sont aujourd'hui en situation effectivement de concevoir l'avenir, parce que la Tunisie se reconstruit, on lui souhaite qu'elle le fasse très vite. La Libye, on connaît bien son problème, la Mauritanie a toujours été en retrait. Donc ces deux pays sont un petit peu dans la responsabilité. Vous savez, il faut des hommes un petit peu passionnés, un peu... Vous le disiez, des hommes de courage. Bien sûr, moi j'ai beaucoup apprécié la poignée de main entre Mitterrand et Helmut Schmidt, il me semble, allemand, chancelier allemand, quand ils entonnaient Helmut Kohl, quand ils entonnaient les hymnes nationaux. Donc on était effectivement sur un moment d'histoire. C'est le rapprochement. Je crois que Feu Hassan II, le roi Hassan II. Mais là justement, au niveau des hommes de courage, mis à part Abdellah Ben Kelen, qui a appelé à plusieurs reprises à la réouverture des frontières, au niveau de nos politiques marocains, c'est quand même aussi une question qu'on n'aborde pas tellement. Alors attention, quand je dis hommes de courage, ce sont les hommes d'État. Ce sont les chefs d'État et non pas les partis, parce que encore une fois, le roi Hassan II. Mais est-ce que les partis politiques doivent aussi s'emparer de cette question ? Je vais y venir. Le roi Hassan II avait provoqué à plusieurs reprises des réunions avec Chadli Mejdid, qui effectivement sont retrouvés sur la zone de Asbat Lotfi, entre la frontière algéro-marocaine, et ils ont signé quelques accords sympathiques où les deux peuples se sont réunis. Il a fallu un petit peu de folie dans tout cela. Aujourd'hui, malheureusement, l'Algérie a un président qui s'appelle M. Bouteflika, qui est contre le Maroc complètement. Il a toujours été, même lorsqu'il avait 25 ans en tant que ministre des Affaires étrangères algérien. Vous vous rendez compte ? Et pourtant, il y a une grande histoire avec Oujda. Oui, bien sûr, Oujda, familial, etc. Mais bon, malheureusement, il a jamais été favorable à cette reprise. C'est un homme extrêmement dur dans ses rapports politiques. Bon, aujourd'hui, il est affaibli par la maladie, mais il reste extrêmement puissant dans sa diction. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi une question de génération. Quand il dicte effectivement, peut-être le mot n'est pas pris, quand il dicte ses consignes, il faut le voir. Et il faut voir aussi quand il faisait ses discours. Moi, je l'ai suivi entre 2000 et 2007, quand il a fait le tour de l'Algérie pour la réconciliation nationale. Il fallait un homme fort, il était présent, il faut l'avouer. Donc, bien sûr, aujourd'hui, on a deux générations. Le roi Mohamed VI est beaucoup plus jeune que Bouteflika. On sait bien que c'est aussi un conflit de génération. Oui. Donc, c'est peut-être pas évident. Voilà, c'est compliqué. L'après Bouteflika, si, comme le dit Erdogan, c'est encore Bouteflika, on est mal parti, malheureusement. Et ce serait dommage. Parce que. Alors, sur la position de nos partis politiques. Je trouve que les partis politiques sont peureux.
Ils n'ont pas le courage d'aborder la question parce que c'est une question qui effectivement est sensible. La marocanité du Sahara ne se discute pas et beaucoup ont peur de glisser parfois, donc ils n'osent pas. Je trouve que nos partenaires politiques et nos députés doivent avoir davantage de courage pour avancer. Pourquoi ? Parce que sur le terrain, Mélanie l'a dit, sur le terrain, il n'y a plus Kadhafi, il y a moins d'argent pour les mercenaires du Polisario. Sur le terrain, ça s'effrite. Mais sur le plan diplomatique, on voit qu'il y a une offensive diplomatique. Malheureusement, l'État qui s'autoproclame dans le Sud revendique effectivement son existence et fait du travail diplomatique. Et c'est là où nos députés, nos commissions parlementaires doivent se réunir, voyager à travers l'Europe notamment pour expliquer aux partenaires européens l'intérêt de la question et surtout notre histoire. Et je pense que beaucoup ne la connaissent pas. C'est pour cette raison que les partis politiques, le SFP, toutes les partis d'opposition notamment, les partis de majorité, doivent justement constituer des commissions courageuses et travailler la question. Vous savez, il ne s'agit pas de venir de préparer un cocktail et dire le Sahara est marocain. Non, il faut préparer la question. Il y a des conférences qu'on peut donner, il y a des historiens qu'on appelle, il y a des preuves historiques qu'on met en place, il y a un travail à faire. Malheureusement, il n'est pas fait. Ça n'est pas uniquement la diplomatie, j'allais dire, du diplomate, c'est aussi celle de l'historien. Et justement, cela peut d'abord soigner l'image qu'ont les Européens de la question, qui peut être erronée parfois. Et je conclue là-dessus parce que Erdogan s'impatiente. Le sujet est extrêmement passionnant. Nous avons beaucoup d'ingrédients. Une jeunesse, une demande, des consommateurs, une bonne santé pour beaucoup de nos concitoyens. C'est vraiment la possibilité d'un bon levier. Il y a quelques instants, nous parlions des leviers bancaires. Écoutez, les leviers humains sont extrêmement importants aussi pour l'addition des pays. Redon Fadal. Alors, excusez-moi, je suis enrhumé, donc je vais essayer de parler, faire bref. Mais je pense qu'il n'y a pas simplement un durcissement marocain. C'est oublier qu'il y a d'abord un durcissement algérien à l'endroit du Maroc. D'une part, le maintien de la frontière fermée, c'est d'abord le souhait et la volonté de l'Algérie. D'autre part, si nous érigeons un mur, les Algériens aussi font preuve à l'endroit des Marocains à la frontière de comportements pour le moins odieux. Et effectivement, eux aussi, ils ont barricadé leurs frontières. Et donc, nous ne faisons que, si vous voulez, réagir à une attitude pour le moins agressive. Ensuite, le parallèle entre Cuba, États-Unis et Maroc-Algérie est pour le moins, à mon avis, inapproprié. D'une part, entre Cuba et les États-Unis, c'est d'abord un conflit idéologique, avant d'être un conflit territorial, s'agissant de pays extrêmement différents sur le plan culturel, linguistique, ethnique. Pour le Maghreb, c'est différent. D'abord, ce sont des peuples qui partagent une communauté linguistique, ethnique, etc. Et il s'agit d'un conflit territorial entre l'Algérie et le Maroc, avant d'être un conflit entre la pseudo-Razd et le Maroc. Et on sait très bien que la pseudo-Razd est une création artificielle, donc illégitime, illégale, et qui ne subsiste que du fait de l'Algérie. Donc c'est un conflit territorial entre le Maroc et l'Algérie voulant aussi un bras ou une sortie sur la mer avant tout. Donc, et puis, vous savez, lorsque l'on dit, je termine, je laisse mon ami Talal terminer. Oui, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais comme je mets pas de casque et qu'il parlait, je voulais d'abord, par politesse, le laisser terminer sa conversation. Bien gentil. Donc, toujours. Et en fait, lorsque Mélanie nous dit que si Saïd Bouteflika arrive au pouvoir après Abdelaziz Bouteflika, ça pourrait changer la donne. Pas si sûr, puisque c'est lui qui gouverne dans les faits aujourd'hui. C'est Saïd Bouteflika, puisque d'après ce qui se dit, Abdelaziz Bouteflika ne serait pas en situation de gouverner, terriblement affaibli. Il serait donc pris en charge et adoubé, ou en tout cas, c'est son frère qui dirige effectivement, qui a dirigé la lutte contre le DRS, qui a dirigé la lutte contre un certain nombre de partis, qui dirige la lutte médiatique et qui gouverne dans les faits. Donc, pour l'instant, celui qui gouverne, a priori, c'est Saïd Bouteflika qui nourrit, c'est le moins qu'on puisse dire, une méfiance et pourquoi pas dire une aide à l'endroit du Maroc. Donc, ce qui va faire changer les choses, c'est effectivement, à mon avis, cette situation économique catastrophique qui conduirait l'Algérie à abandonner ses visions hégémoniques et qui donc la conduirait à abandonner sa politique de déstabilisation qui est pourtant pour l'instant complètement avortée à l'endroit du Maroc. Donc, à mon avis, les graves tensions sociales et économiques qui se décident en Algérie pourraient